Mais nul mieux que nous qui restons alors que vous partez, ne peuvent vous dire mieux que nous, nul ne peut dire mieux que nous, ce qui restera de vous ici. Quelle sera votre empreinte? Car vous aurez laissé toutes et tous une empreinte. Et même lorsque le dernier élève qui vous a connu aura quitté ces murs, il restera ici quelque chose que vous y avez laissé. Alors Viviane, je vais suivre l'ordre qui est prévu. Ensuite, la cérémonie, c'est sûr. Viviane, c'est la liberté par les chiffres. Avant de rencontrer Viviane, j'ai été encore censeur et je croyais qu'une attendante était la personne qui empêchait, au nom de la rigueur comptable. Dites-moi ce dont vous avez besoin, je vous dirai comment vous en passez. C'était un peu la devise que je prêtais à tous les intendants et à toutes les intendantes. Empêcher les idées de prendre corps, les projets d'aboutir, les ambitions d'éclore. Alors imaginez ma stupeur quand j'ai découvert que la bonne gestion permettait de mener de bons projets. D'abord des projets immobiliers. Projet Villemol, puis projet Maufroy. Viviane a été l'intendante qui a le plus construit dans l'histoire de l'école. En mètres carrés, en hauteur, en qualité, bref. Elle a le record. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu, avec le président, que son nom figurera sur la plaque qui a été apposée à l'occasion de l'inauguration du bâtiment construit par M. Maufroy. Vous savez, bien entendu, notre complicité, notre estime mutuelle, elles sont vives, elles sont indéfectibles. Vous devinez mon émotion à voir partir une camarade de jeu hors pair. Cela dit, vous ne savez pas que Viviane, quand elle n'est pas d'accord, elle le dit. Elle le dit nettement. Non, mais quand elle n'est pas d'accord avec moi, elle le dit. Elle le dit même nettement, franchement, clairement, avec plein d'arguments. Et ce qui est merveilleux, c'est que ça fait réfléchir, enfin ça me fait réfléchir, vous savez que j'en ai souvent besoin. Et une fois que, en ayant entendu tous ces arguments, même si je n'ai pas été convaincu par tous les arguments, et qu'on ne fait pas exactement comme elle a voulu, et Dieu sait que ça a été fréquent, eh bien elle a appliqué sans tyrannie, avec une loyauté, avec une efficacité remarquable. Et donc ça, c'est extrêmement précieux. Alors, puissiez-vous laisser ici, chère Viviane, la marque unique de l'alliance, de l'audace et de la rigueur qui rend l'audace possible. Merci. Christine Bernard. Christine, c'est le Happy Few pour tous. Le Happy Few, vous savez, c'est ceux pour qui Stendhal écrivait. D'ailleurs, j'ai utilisé une expression anglaise parce qu'il n'y a pas d'équivalent en français, c'est celle de Stendhal. Pourquoi? D'abord parce que le CDI tel qu'il est aujourd'hui doit énormément au dessin, au sens du terme, au dessin sur le papier et à l'ambition que Christine avait pour ce lieu. Que chacun puisse y trouver dans des espaces spécifiques ce qu'il pense chercher et en trouvant ce que l'on cherche, découvrir encore autre chose. Et Christine, elle est là pour que la quête de chacun puisse être élargie de mille et une autres pistes. Et donc, à chaque fois, c'est un tout petit nombre, c'est un individu qui cherche. Et pourtant, ils ont été nombreux qui ont trouvé au CDI cette voie, ces trésors que la maîtresse des lieux leur avait préparés. Michel, ah non, c'est Claude, je me suis trompé. Dans l'ordre, c'est Claude. Claude Colombani. Alors Claude, c'est, pour moi, c'est la fermeté du doute.
C'est le paradoxe de Claude. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un chez qui le doute conduisait à mener des actions aussi résolues. Un doute méthodique. Avant de se lancer dans quelque chose, Claude réfléchit, Claude interroge, Claude imagine autrement. Elle aime penser autrement que le courant moyen. Et puis, quand on tient à une idée, il faut la convaincre. Ça peut prendre du temps. L'argument d'autorité n'a aucun poids à ses yeux. Sachez-le, vous le savez bien. C'est normal. D'abord parce que nous fûmes collègues bien avant qu'elle devienne CPE et moi censeur. Donc on est resté sur un parfait pied d'égalité. Mais ce temps qu'elle demande, c'est celui durant lequel se forgent ses convictions, son allant, son énergie inépuisable, sa détermination. C'est le temps aussi de l'écoute, de la réflexion, de la maturation. Et cette qualité d'écoute, comment ne pas penser aujourd'hui à Dominique Frappa, à vos échanges et à combien vous avez tiré la mise pour beaucoup d'élèves qui vous doivent à toutes les deux énormément. Et parce que Claude, c'est l'honnêteté même, on sait que lorsqu'elle s'engage, c'est sans concession et c'est pour aller jusqu'au bout de sa mission. Claude, ça a été un vrai bonheur de partager ces années à tes côtés, même si quand tu n'es pas d'accord, ça se voit, on le sent. Et puis, il y a ce temps de la réflexion, et puis on arrive toujours à trouver ce terrain où nous agissons ensemble. Daniel Faugeron, c'est le dialogue social considéré comme un des beaux-arts. J'avais écrit d'abord comme un art martial. Et puis je me suis dit, non, c'est peut-être un peu trop de belliqueux. Alors, un des beaux-arts. Daniel a longtemps exercé au sein de l'école un emploi furtif. J'ai pas dit fictif. Celui de DRH, occulte. Sa connaissance des dossiers, d'une réglementation qui fluctue, d'une législation qui tangue, a fait de lui un conseil auprès de beaucoup d'entre vous. Un point d'indice oublié, c'était tout de suite vu et immédiatement corrigé. Daniel préparait ses négociations vraiment comme un stratège. C'était un maître. Il fallait d'abord un terrain bien dégagé, qu'on sache de quoi on va parler. Il fallait des enjeux bien clairs, vis-à-vis de la direction comme vis-à-vis de ses mandants. Il fallait une ligne précise et que chacun sache quelle position il allait défendre. Mais, comme c'est un maître, il avait aussi des positions de repli. Il fallait toujours que ça avance. Peut-être pas aussi vite, peut-être pas aussi, de manière aussi radicale qu'il l'aurait rêvé, mais il fallait toujours que ça avance. Et c'était ça l'art de la négociation avec Daniel. C'était, faut faire en sorte que ça bouge. D'un millimètre, de beaucoup plus, mais il fallait que ça avance. Mais ce métier-là, c'était un métier en plus. Le vrai métier de Daniel, c'était de permettre aux professeurs d'utiliser cet outil incroyable qui était l'audiovisuel et qui s'est tellement modifié au cours des 40 dernières années. Et l'autre soir, nous évoquions des souvenirs communs parce que je garde un souvenir très précis d'un mini-mémoire que j'avais fait quand j'étais en classe de 4e. Oui. Le regard au ciel de Daniel Philippe dit bien que ça ne devait pas être très bon. Je le sais, je m'en souviens, mais c'était sur les Beatles. Quand même, en 1974, faire un mini-mémoire audiovisuel sur les Beatles. Et j'avais été absolument
transporté par tout ce que l'on pouvait faire grâce à une caméra, grâce à un banc-titre, grâce au montage. Et ça a été vraiment une révélation. Je n'ai jamais pu regarder un film ou une émission sans me rappeler de ce que Daniel nous avait appris à l'occasion d'un tout petit exercice de quelque chose qui vraiment n'avait aucune ambition et sans doute, oui Daniel, aucune valeur. Mais en tout cas, la capacité qu'a Daniel à transmettre sa connaissance de la science cinématographique est tout à fait remarquable. Et il a été aussi, il a su mieux que personne suivre l'évolution technique absolument incroyable. Le montage, c'était encore des films qu'on découpait, du scotch qu'on mettait, et aujourd'hui, il est capable de monter sur les derniers logiciels. Donc, pour le vrai métier, là aussi, Daniel, vous êtes un maître. Michel Lagouge. Alors Michel, c'est l'appétit de la connaissance et de la connaissance qui libère. La science, bien sûr, cette connaissance. Et comment ne pas avoir aujourd'hui une pensée pour Alain Payet. Michel, c'est une sorte d'ogre. Dog qui a, après, Normal Sup, absorbé 2 agrégations comme ça. Alors que moi, pour une, j'ai tellement ramé que je regarde ça avec une admiration sans borne. La culture, c'est pas seulement les sciences, et Dieu sait que les sciences ont joué un rôle fondamental pour lui, mais c'est aussi l'apprentissage du chinois, sans oublier la capacité que Michel a de discuter d'histoire, d'économie, cet appétit du réel. Parce que pour Michel, la connaissance libère. Elle libère des routines, des croyances, des habitudes. Il reste très fermement ancré dans ce siècle des Lumières qu'on aime tant, dans ce siècle où ceux que l'on considère aujourd'hui un peu dédaigneusement comme des littéraires accumulaient dans leur cabinet de curiosité des instruments scientifiques, l'époque où Voltaire traduisait Newton. Hein, imaginez aujourd'hui cette situation. Donc pour Michel, la culture, c'est ce qui permet de s'élever, et elle est complète. Ce n'est pas des petits morceaux qu'on essaie de savoir, c'est un tout qu'on embrasse et qu'on embrasse généreusement. Et j'aimerais que cette idée-là de la culture, eh bien, elle reste longtemps dans nos cœurs, dans nos esprits et surtout dans ceux de nos élèves. Daniel, et là c'est Daniel Parianti, c'est le sourire de l'accueil. Pour des générations et des générations d'élèves, de professeurs, de parents, vous avez, cher Daniel, été le premier visage de l'école. Le premier quand on entre à l'école et qu'on la découvre, et puis le premier de la journée. C'est votre sourire qui nous a accueillis, et votre beau sourire. Et avec cela, une efficacité remarquable, exemplaire. Vous étiez toujours là, du côté de la solution. Jamais du côté du problème. Il fallait toujours que, grâce à vous, un enfant perdu, un objet égaré, trouve son destinataire. Et ça, ce sont des qualités de cœur qui doivent rester et qui doivent, en pensant à vous, que nous garderons et que nous transmettrons. Et puis, je vais parler aussi de Béatrice Carvalho, parce qu'elle a été ma secrétaire. Et elle ne part pas à la retraite. C'est une pure désertion. Béatrice, c'est la discrétion de l'action. L'efficacité de Béatrice dans son travail force le respect et suscite l'admiration. Partagée entre 2 bureaux, 2 directions, 2 univers, disons-le. Elle a un travail de Romain, tout en étant disponible à tous, à l'écoute. Les Toulousains ont beaucoup de chance, parce qu'elle part pour Toulouse. Ça va les surprendre au début.
cette rapidité, cette efficacité. Mais les qualités de cœur de Béatrice font qu'elle sera aussi vite acceptée là-bas qu'elle l'a été ici. Mais cette capacité, je souhaite aussi qu'il en reste quelque chose. Alors, il y a aussi tous les autres départs. Isabelle Borret, Marine Daridon, François Forin, Florence Garat, Geneviève Aigron, Adriane Essir, Clémence Pierry, Laurence Calfon, Sophie Ekel, et puis nous aurons une pensée évidemment pour Josette Gentil, qui cette année aurait dû prendre sa retraite. Je pense à vous tous qui quittez l'école. Vous avez apporté du talent, vous avez apporté de l'énergie, vous avez apporté tout ce qui vous fait et vous constitue. L'histoire est longue, n'oubliez pas l'école, elle ne vous oubliera pas. Vous avez été cette année, ou pour les années où vous étiez là, les maillons essentiels, des acteurs au sens fort et propre du terme. Je voudrais terminer sur une citation un peu longue. C'est Daniel Pénac, il y a quelques jours, quelques semaines, dans le journal du dimanche, répondait à une interview. Oui, j'ai des lectures bizarres, je sais. Que diriez-vous aujourd'hui à quelqu'un qui veut devenir professeur? Mais ce qu'il répond est valable pour nous tous, professeurs, quel que soit notre rôle dans l'école. Je lui dirais que les enfants et les adolescents ont avant tout besoin d'adultes sérieux et bienveillants. Des adultes qui savent encore ce qu'être adolescent veut dire. Des adultes patients, attentifs, méthodiques, honnêtes et fermes dans leurs engagements. Je lui dirais de s'attaquer d'entrée de jeu à la peur de certains élèves. Peur de ne pas comprendre, peur de ne pas répondre juste, peur d'avoir une mauvaise note, peur de passer pour un crétin. Voilà l'ennemi principal. La peur de l'élève gangrène tout. Elle engendre la honte, qui produit le retrait sur soi ou la violence sur l'autre, sur le bon élève ou sur le professeur par exemple. Elle devient très vite la peur du professeur lui-même. Les collègues vont voir que je ne réussis pas, que je ne serai jamais un bon prof. La peur des parents, qu'est-ce que notre enfant va devenir? La peur est chez tous un facteur pernicieux de perte du réel. Je lui dirais de dédramatiser l'ignorance pour ouvrir grandes les portes à la connaissance. Alors, je pense que toutes et tous, vous avez été ces adultes en face de qui les élèves ont pu grandir, et je vous en remercie du fond.